Ok, ok. Non, ok. Maintenant, on a vécu très concrètement le meilleur reveal de monoplace, j'allais dire de l'histoire moderne de la Formule 1. On avait un public de fans dans une tribune, quelques mots des pilotes et du team principal dans la détente, la vidéo de la voiture pour la présenter et la voiture qui a roulé directement sous nos yeux. Alors je me dis que rendre obligatoire le fait de devoir faire rouler sa voiture lorsqu'on la présente, ça permettrait de donner tout l'intérêt à un lancement de monoplace, une sorte de coup d'envoi de la saison, haut en couleur, parce que là, ça a été le cas. Alors oui, même les rares tout petits moments un petit peu gênants propres à une retransmission en direct n'étaient pas dérangeants, mais en fait ça apportait au final de l'authenticité tellement ce que l'on a vécu était vraiment fou. Bref, on a beaucoup à dire sur cette Ferrari et sur l'équipe en règle générale, donc on y va. On va arrêter de tergiverser. Alors, ce lancement a pas mal pris de temps comparé à d'autres, mais le fait d'avoir des fans engagés comme les tifosi et plusieurs lieux couverts et pas juste une seule petite scène, bah ça a rendu cette diffusion plus dynamique et très appréciable. Et tellement appréciable qu'à la fin, même si ça a duré 1 heure, bah on a eu tout ce qu'on voulait et même ce que l'on pensait pas vouloir. La SF23 est donc la petite dernière de Maranello et le fruit du travail de Mattia Binotto, dont on sentira toujours un petit peu l'influence jusqu'aux alentours d'avril-mai, puisque les améliorations ont déjà été mises en route de ce côté-là. On pourrait penser que cela n'est qu'une simple évolution de la voiture de 2022, mais certains éléments importants ont subi une refonte de design, que ce soit pour l'aéro ou le moteur notamment, qui manquait de fiabilité. Bon alors si on commence par le devant de la voiture, on y trouve le nouvel aileron avant, le nez n'est pas attaché au plan principal de l'aileron, contrairement à d'autres voitures. En fait c'est assez bizarre sur cette partie-là, on n'a visiblement pas vraiment de tendance générale qui se dégage. Certains ont fait le chemin inverse de ce que vient de faire Ferrari, en ayant le nez l'année dernière ne reposant pas sur le plan principal, et aujourd'hui, sur cette année, bah, c'est le cas, le nez repose sur le plan principal. Donc c'est un peu compliqué d'y voir clair. La forme des flaps a été revue pour un petit peu plus d'outwash et c'est accentué par ces petites ailettes structurelles placées entre le 3e et le 4e flap. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, Mercedes avait tenté un aileron comme celui-ci l'année dernière au Grand Prix des États-Unis et avait été interdit. Donc comment ça se fait que Ferrari puisse le faire aujourd'hui? Eh bien, mon cher Jean-Michel, le règlement a effectivement été élargi, entre guillemets, à l'article 3.9.8 du règlement technique pour dire que ces appendices étaient censés avoir le rôle premier d'être mécanique, structurel ou d'avoir des raisons de mesure. C'était leur rôle premier, principal, et non donc plus aucun rôle quelconque obligatoire, à part d'être vraiment structurel. Donc on peut en utiliser 8 par côté, et ils doivent respecter certaines dimensions, mais c'est tout. Donc on peut les rendre aérodynamiques et s'en servir pour gérer des flux aéros. Alors c'est pas avec ces appendices que vous allez gagner 1 seconde au tour, très clairement, hein. La FIA a effectivement déterminé, après une étude un petit peu plus approfondie probablement, que ce genre d'appendice n'allait pas à l'encontre de l'esprit du règlement, même s'il crée un petit peu d'outwash. En conclusion, Mercedes a un petit peu payé les pots cassés malheureusement et a permis un éclaircissement du règlement un peu à leur détriment, quoi. Alors à voir si on verra d'autres équipes faire apparaître ce genre d'appendice sur leurs ailerons avant cette année, mais en tout cas aujourd'hui ils sont tout à fait légaux. Toujours sur l'avant, on a cette suspension qui, comme beaucoup d'autres voitures sur la grille aujourd'hui, et c'est avec cette nouvelle réglementation hein, que ça existe, on a un triangle de suspension supérieur qui redescend beaucoup vers le plancher et les tunnels Venturi, ce qui permet de faire un petit peu de downwash depuis l'aileron avant. Ça permet aussi d'apporter un peu plus de stabilité et empêcher la voiture de trop plonger au freinage notamment. On passe sur le ponton qui pour le coup c'est un peu affiné sur le design. Il n'y a pas d'inspiration Red Bull, on est resté sur le concept que Ferrari avait amené la saison dernière. En revanche, le décrochage du style, entre guillemets, chicane, comme je l'appelais, sous l'entrée d'air du ponton, est moins agressif que l'année dernière, et les baignoires, peut-être un petit peu moins creusées aussi. Pareil, le ponton devient plus affiné vers l'arrière et un petit peu plus droit que sur la voiture de 2022. On a des grilles qui ont fait leur apparition sur le devant de la baignoire et on a conservé celle qu'on avait l'année dernière un petit peu plus loin. En fait, globalement, le ponton a l'air plus fin et donc peut-être un peu plus long visuellement parlant, ou peut-être qu'il est juste plus long visuellement parlant, voilà. Mais j'y suis pas allé avec un mètre pour pouvoir mesurer. Mais je vais effectivement attirer votre attention sur une des sorties d'air juste sur le côté arrière du châssis, juste au niveau de ces grilles en carbone qui ont fait leur apparition. C'est donc une sortie, mais on va trouver une entrée juste en dessous de la prise d'air du ponton. Et tous les experts partent du principe que c'est effectivement un tunnel.
une sorte de S-duct comme on a pu le voir il y a quelques années sous le nez des monoplaces. Alors légalement parlant, ce conduit ne peut pas être juste un conduit aérodynamique, ça peut pas être juste un tunnel, mais s'il existe, il doit avoir la fonction de refroidir un élément de la voiture, et c'est pas précisé de savoir quel élément il doit refroidir. Et le règlement n'indique pas non plus à quel point ce conduit doit refroidir cet élément, donc là non plus c'est pas précisé, et ça laisse largement de quoi faire un grand tunnel, entre guillemets, avec un tout petit composant à refroidir, et ce serait tout à fait légal. En revanche, le bénéfice recherché par Ferrari est de prendre de l'air turbulent qui longe la monocoque depuis le dessous du nez, et le faire passer ailleurs que par le côté du ponton, où on veut généralement un air plutôt propre et assez fluide et assez énergisé. Je vous rappelle, et c'est pour cela que le S-duct existait à une époque, l'air sous le nez de la voiture est assez peu rapide et plutôt turbulent, et on veut s'en débarrasser d'une certaine manière pour pas perturber les autres flux qu'on a conditionnés. Et un air turbulent ou lent, entre guillemets, ça sert pas l'efficacité aéro de notre voiture. Donc ici, le principe est le même, on veut nettoyer l'air turbulent dans cette zone pour que tout l'air qui contourne le ponton puisse être énergisé en quelque sorte, et puis donner de l'appui aérodynamique jusqu'au diffuseur. Alors est-ce que c'est pour cela que la forme de la coupe sous l'entrée d'air est plus affinée par rapport à l'année dernière? Je sais pas, peut-être. Je peux que vous inviter à aller voir la vidéo de Kyle Engineers sur le sujet. Par contre, il faut maîtriser le jargon en anglais et la technique de la F1, quoi. C'est un peu violent parfois. Contrairement à ce que l'on a vu chez quasiment toutes les autres équipes, on n'a pas ce capot moteur rectiligne qui finit par redescendre vers la beamwing. On reste sur une forme de goulot de bouteille de coca qui se resserre beaucoup à l'arrière. De toute façon, les baignoires se chargent d'alimenter finalement la beamwing, donc on remplit plus ou moins ce rôle. On a suffisamment parlé aérodynamisme, mais ce n'est pas seulement dans ce domaine que Ferrari a fait des progrès, c'est aussi sur la fiabilité du moteur. Ils ont bossé sur leur V6 et ont notamment revu leur procédure d'assemblage, et ils estiment que ça devrait être bon. On va croiser les doigts. Et alors non, vu toutes les rumeurs qu'on a vu passer cet hiver, non, ils n'ont pas spécialement gagné des chevaux, puisque le développement sur la performance est interdit depuis l'année dernière. En revanche, ils ont effectivement normalement résolu leurs problèmes de fiabilité. Ce qui veut dire que tous les problèmes moteurs qu'ils ont eu l'année dernière les a obligés finalement à utiliser leur moteur avec moins de puissance pour éviter que ça casse, notamment au niveau du turbo. Donc Ferrari roulait volontairement avec moins de puissance pour pouvoir terminer les Grands Prix de Formule 1 en 2022. Du coup, cette année, ils pourront rouler avec le plein de puissance qu'ils avaient déjà à leur disposition l'année dernière, et donc en course, ça devrait être mieux pour eux. On devrait avoir un moteur plus performant. Mais ils n'ont pas littéralement gagné des chevaux par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire l'année dernière. Quoique de toute façon, quand il y a de la fiabilité et que tu gagnes de la fiabilité, tu peux techniquement, par conséquence, gagner un peu de performance. C'est normal. L'ambition est claire pour Charles Leclerc et Ferrari cette année, c'est le titre, aller chercher la gagne, car l'année dernière, même si on leur est tombé dessus car ils mettaient des victoires à la poubelle, Mattia Binotto s'était toujours défendu tout au long de la saison de faire au mieux et de progresser, mais sans jamais parler de titre mondial dans l'immédiat de cette saison 2022. Bon, ça reste de la com, mais je préfère quand même le rappeler. Alors Charles Leclerc affichait une belle motivation, en plus d'une bonne préparation physique, qu'il a d'ailleurs partagé en vlog sur YouTube, alors qu'on a eu un Sainz fidèle à lui-même, plutôt flegmatique, je dirais, et assez sérieux dans ses réponses, avec quand même 2-3 sourires, quelques petites blagues avec Charles, donc en vrai, bonne ambiance. Alors oui, Leclerc et Vasseur, c'est presque le père et le fils, et du coup, on pourrait se dire que Sainz, c'est un petit peu l'enfant mal aimé. Au final, le job de Vasseur, c'est quand même de mettre Ferrari en haut. Si c'est Leclerc, probablement que ce sera la belle histoire, mais ça reste, à mon avis, bonus. Je pense qu'on peut être suffisamment lucide sur le fait que dans certaines situations tendues, s'il faut faire gagner Sainz et pas Leclerc, pour maximiser le résultat de l'équipe, il sera capable de prendre la bonne décision. Dans tous les cas, on verra assez vite si Ferrari est capable de bien exécuter ses propres stratégies et que tout cet aspect amateur, indigne de la Scuderia dont on s'est grandement moqué l'année dernière, probablement à raison quand même, a ou va disparaître rapidement grâce notamment à Frédéric Vasseur.